Tu me dis dès que ça apparaît. C'est bon. Alors, nous reprenons pour la deuxième partie de la première de la session matinale. Session consacrée aux perceptions des risques naturels. C'est au tour de Brice Mollo de faire une présentation. Alors, je vais d'abord introduire Brice Mollo, qui est un doctorat de l'École des hautes études en sciences sociales, mais également de l'Université de Yaoundé, et dont la thématique est la suivante. Donc, nous changeons un petit peu de problématique. Que se passe-t-il? Comment réagit la population, et même les experts, face à un aléa naturel nouveau et donc inconnu? Aléa naturel pour lequel la population locale et les experts locaux n'ont pas de connaissances et pas d'expérience passée. Il va le faire à travers une étude de cas, une éruption limnique qui est arrivée en 1984 au Cameroun, et étude de cas qui va montrer que la compréhension du phénomène n'est pas évidente. Il y a une forte résistance, y compris de la part des experts, pour valider cet aléa comme un aléa naturel de dégazage en espèces qu'il faut prendre en compte. Donc, je vais laisser la parole maintenant donc, à Brice Mollo pour une présentation qui durera 20 minutes. Donc, nous arrêterons la présentation à 11h05 pour, comme tout à l'heure, une séance de questions-réponses de 10 minutes. Brice, à vous la parole. Brice Mollo, Brice, on ne vous entend pas pour le moment. Avez-vous allumé votre micro? On n'entend pas? Alors, il y a un problème de micro pour le moment. Pourriez-vous vérifier, Brice, que votre micro est bien allumé sur votre ordinateur? Non, c'est autre chose. Ange, qu'est-ce que je peux donner comme conseil? Peut-être qu'il faut qu'il se... Alors, il faut choisir votre périphérique dans les options. Peut-être que Mickey peut se préparer. Et... On va attendre d'abord, ouais. On va essayer un petit peu parce que... Ouais. Bon, on va essayer encore 2-3 minutes et Mickey, vous préparez au cas où, sinon on inversera. On va laisser d'abord Brice essayer de gérer le problème. Est-ce que, Brice, vous pouvez essayer sans les écouteurs, juste avec le son de l'ordinateur? Et est-ce que vous nous entendez? Si oui, faites-nous un pouce en l'air, s'il vous plaît. Ok, donc il nous entend. Vous avez des écouteurs? Eh bien, levez-les, les écouteurs. Essayez de parler directement sans écouteurs, sans... D'accord. Alors, est-ce que Mickey, Brice, on va inverser. Hein. Mickey, est-ce que vous êtes là? Et est-ce que Mickey, vous pourriez faire votre présentation maintenant, le temps que Brice, on règle le problème? Alors, Mickey, si vous pouviez télécharger votre PowerPoint, s'il vous plaît. Oui, on l'entend. Si. Mickey, vous nous entendez? Oui, je partage mon écran, c'est ça? Oui, s'il vous plaît. Très bien. Merci, Mickey. C'est fait? Ou pas? Non? Pas encore? Ah oui, voilà. Très bien. Ah, bon.
Donc, vous voyez mon PowerPoint. Alors, ben, Mickey, très bien. Ben, écoutez, donc, du coup... Mettez votre PowerPoint en pleine page. Oui, c'est vrai. Voilà. Très bien, merci. Donc, voilà, donc Miki Okubo, qui va parler d'une... Donc, on est dans le domaine des arts, des images et arts contemporains, qui va nous parler d'un événement artistique qui s'appelle la Nuit Purifiée, et qui s'interroge sur le rôle de sensibilisation que peut jouer un événement artistique dans un cas de risque naturel particulier, qui est celui de la pandémie du Covid-19. Cet événement artistique s'est déroulé en 2020 au Japon. Miki, je vous laisse la parole pour une présentation d'une vingtaine de minutes. D'accord, merci beaucoup. Tout d'abord, je vous remercie, Monsieur Roquette, pour votre présentation. Et ensuite, bien sûr, toute l'équipe d'organisatrices. Et je suis très heureuse de pouvoir partager dans mon intervention, mes recherches dans ce contexte donc très difficile. Et donc, justement, je parlerai les représentations artistiques, la signification des rôles des artistes, des arts performatifs aujourd'hui, voilà, comment on peut réagir voilà, de notre part, étant artiste, étant des chercheurs critiques d'art. Je suis moi-même commissaire d'exposition et enseignante à Paris 8 et je monte moi-même quelques manifestations artistiques depuis quelques années et en ayant le lien avec des chercheurs collaborateurs scientifiques, des artistes de différents domaines. Et depuis l'année dernière, justement, en mettant vraiment, en posant la question sur cette crise pandémique. Voilà, donc c'est vraiment très lié à mes activités professionnelles et personnelles. Voilà, donc le plan est très simple. Et je propose, voilà, je m'introduis déjà. Les catastrophes naturelles, telles que les pandémies, ont laissé des cicatrices irréversibles dans les activités créatives et de l'humanité. Les mois de l'humanité entière face à la Covid déjà été représentés de diverses manières par les artistes internationaux. Et mon intervention se focalise sur l'analyse d'une représentation performative conçue face à cette crise sanitaire où, pour la première fois, l'humanité a été contrainte d'abandonner collectivement tous les rituels religieux, y compris le culte collectif et l'exécution des rites funéraires. Lorsque des gens abandonnent les prières envers Dieu ou le respect pour les défunts, qui aurait toujours dû occuper une place très importante dans l'histoire de l'humanité. Et lorsqu'il accepte publiquement que la première priorité est d'arrêter l'invasion d'un ennemi invisible, le virus, nous vivons un système de valeurs différents dans lesquels seule la vie humaine est considérée comme précieuse et où le bétail ou les autres animaux ou environnements sont négligés pour la protéger. Et avant d'aborder ce sujet du concert performatif qui fera l'objet de cette présentation, j'aimerais revenir très brièvement sur la situation actuelle de la catastrophe de la Covid au Japon. Et lorsque nous réfléchissons à une certaine expression artistique, il est bien sûr important de prendre en compte des conditions sociales dans la société et discours basés sur le contexte culturel qui a inspiré cette expression artistique. Voilà, donc quelques chiffres. Gauche, ça montre le nombre des cas au Japon et droite, c'est le nombre des décès liés à la Covid. Et voilà, comme c'est peut-être
connu ou pas. Et le cas au Japon, par exemple, le 19 mai, ça montre 3600 et le décès sont 16. Et le nombre de tests effectués, tests PCA au Japon, voilà, c'est pas élevé non plus comme en France, c'est 30 000, 33 000. Et il y a quand même eu quelquefois une désaugmentation importante, comme disons troisième vague, quatrième vague, depuis le début de cette crise, mais le chiffre reste quand même environ même 10%, même pas des cas ou des décès par rapport à ceux de la France ou des autres pays européens. Et toutefois, la société, cette société nippone et son peuple ont une attitude très préconise, ou même on peut dire très peureuse. Et pourquoi? Je vais d'abord commencer par introduire un événement qui a fortement choqué la population tout entière de ce pays. Alors, donc, cet article a été publié le 30 mars 2020, ça veut dire, voilà, enfin, on peut dire tout au début de cette crise sanitaire. C'était le décès de Ken Shimura, comédien japonais, pour les Japonais très célèbre. Et le 17 mars, après avoir ressenti des symptômes tels que la fatigue, donc ce comédien a été diagnostiqué d'une grave pneumonie dans un hôpital de Tokyo. Et le 25 mars, il a annoncé son infection par la Covid-19. Et le 29 mars, il est décédé d'une pneumonie causée par la Covid. Et Ken Shimura était donc un très célèbre comédien japonais et même national, dont le nom est connu au Japon tout entier par son travail avec des groupes et aussi en tant qu'acteur de théâtre, de télévision, de cinéma. Et il était connu aussi par ses gags, son humour qui pénétrait même des enfants. Voilà, donc il a été littéralement un des humoristes le plus célèbre du Japon. Et la mort d'une personne aussi célèbre aurait dû être regrettée par les innombrables participants des funérailles grandioses. Et cependant, la famille endeuillée n'a pas pu s'occuper de M. Shimura à l'hôpital et son corps a été incinéré immédiatement. Et il y avait une règle selon laquelle le corps devait être incinéré dans les 24 heures et à cette époque. Et maintenant, ça changeait un petit peu, mais voilà, à cette époque, avec la peur, toute la peur qu'on avait, c'était vraiment immédiat. Donc, on ne revoyait plus jamais le visage de défunt. Et le dernier adieu au crématoire n'a pas non plus été possible. Et au Japon, les ossements du défunt sont généralement ramassés par les proches des familles et placés dans une urne selon un rituel après la crémation. C'est un rituel bouddhiste. Et donc c'est très important pour la famille, bien sûr. Le fait que les membres de famille ne puissent pas le voir son visage et ne puissent pas voir ramasser des ossements et ne puissent pas même donc organiser des funérailles. Donc voilà, cette situation a provoqué un grand choc social, vraiment littéralement un choc au sein du peuple japonais. Et ce qui est également été approché au Japon, c'est l'effondrement des soins médicaux dans les pays européens et où l'infection faisait rage, la pénurie de morgues et des cercueils stockés dans des entrepôts
des images des véhicules militaires, des transports vers les fossés communes et des camions utilisés et des désinfectants après leur transport, etc. Des images très choquantes diffusées par les médias. Et il s'agissait néanmoins d'une vidéo, d'une image assez choquante, impensable par rapport au concept de soins et de respect des morts qui avaient été considérés comme acquis. C'est dans ce contexte social que le compositeur en musique contemporaine Miwa Masahiro a conçu son œuvre Purified Night, la nuit purifiée, et dont le premier chapitre intitulé Société propre, un court essai sur le concept de cet ouvrage. Miwa déclare comme qui suit. Alors, donc, pour cette organisation du concert, il a fait un site où il a publié le texte pas très long et qui commence par un chapitre intitulé La société propre et qui explique très clairement son concept. Et je vais citer des passages. Une société propre. L'impact de cette pandémie, et selon moi, n'a pas été l'ampleur du dégât, le nombre de décès ou l'impact sur l'économie mondiale. Il s'agit plutôt du fait que, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, les gens du monde entier se sont mis d'accord pour interdire le culte collectif entre des personnes de religions différentes et pour interdire les funérailles des personnes décédées du virus. Et deuxième citation, et ce que nous avons offert comme inutile et non urgent. Et en japonais, c'était très connoté comme expression inutile, des choses inutiles, non urgentes, en échangeant de cela du moment était le culte et les funérailles. Et il y avait d'autres choses comme culture, des arts, ça faisait partie. Et en fin de compte, c'est le signe que la transition d'un monde où il y avait quelque chose de plus précieux que la vie humaine à un monde où il n'y a rien de plus précieux que la vie humaine et que nous avons au moins décidé publiquement que le virus est un ennemi et qu'il est plus important de s'en protéger que de rendre hommage aux morts. Et troisième citation. Oh, c'est bon. Je pense que le monde des êtres humains sans culte ni funérailles est une société tellement rationnelle et propre. Après tout, il n'y a pas d'esprit des morts, pas de traces des morts, pas de futur auquel je peux confier mes souhaits, et juste un monde humain habité et par des corps intelligents. Et donc, cette performance, il y a d'autres parties qui me tiennent pas mal. Le monde, rien n'est plus précieux que la vie humaine, est un tel lieu pour les êtres humains. Dans tel monde, chaque être humain sera traité comme un ensemble variable appelé information individuelle, qui peuvent être mesurées et prédites en termes à ensemble de variables. Qui peuvent être mesurées et prédites en termes de race, d'histoire familiale, de préférence, d'antécédents médicaux, de propriété, d'achat et de comportement, etc. Et deviendra une existence qui est non seulement gérée, mais aussi évaluée par des machines. Et cette notion, introduction de notion de machine est importante dans son travail. Donc, ce concert et la récente composition, travail de Miwa,
et inspiré face à la crise sanitaire. Et le concert a eu lieu pendant la nuit, entre 19 et 20 septembre. Et vraiment, commencé vraiment tard, à 23 heures, et fini à 2 heures du matin. Et ce concert a été diffusé exclusivement en temps réel, sans laisser aucune trace d'enregistrement, et donc qui ne permet pas théoriquement de vivre cette expérience plus tard. Et ce compositeur est maintenant très célèbre, connu par sa musique contemporaine performative, détermine dans sa théorie l'essence de l'art performatif comme Hono. Hono signifie dédicace à Dieu. Et refusant les différents types d'enregistrements comme CD ou DVD, autre chose, il considère la musique comme une offrande sacrée qui doit être jouée et appréciée uniquement en temps réel, transmise entre des corps humains vivants qui jouent et reçoivent. Et cet événement dure une seule nuit et a été conçu donc une veillée funèbre pour la musique d'abord. Alors, donc, veillée funèbre, j'ai mis la petite note. En japonais, il y a le terme tsuya, qui signifie une cérémonie qui permet aux familles de rester partager un moment comme dernier moment avec la personne morte. Donc, cet événement fondé sur cette idée évoque la crise vécue par l'humanité qui a abandonné le respect et culte des morts au profit d'une société propre et rationnelle basée sur la science. Le monde, lequel les êtres humains sacrifient la dignité et le culte des morts est un monde d'hommes habités seulement par des corps intelligents sans trace des morts, sans avenir auquel on puisse confier nos espoirs, comme je viens de citer. Et donc, il y a le texte, la suite de son essai. Et au deuxième paragraphe, il explique sur un morceau musique intitulé « Un pentagramme pour les poulets ». Et c'est très important aussi en parlant de la société propre et la notion de propreté qui parle. Et voilà son inspiration, je veux dire. En regardant les images d'outre-mer montrant des personnes décédées lors de la pandémie en train d'être enterrées, je me suis souvenu à plusieurs reprises des récentes épidémies de grippe aviaire, de choléra porcin. Et lorsque plaies infectées de virus est découvert dans un élevage de volailles, et tous les poules qui l'entourent sont éliminées et sont décernés. Et voilà. Donc, à l'aube de pandémie, comme les images étaient diffusées, voilà, beaucoup d'images et des vidéos choquantes, ces images ont rappelé l'artiste de voilà, cette élimination des bétails et aussi le geste des désinfections. Et par rapport au temps, donc je voudrais montrer donc quand même la vidéo, son travail même, parce que c'est très important de regarder. Voilà, donc je vais montrer ces highlights. Voilà, donc extrait des parties. Et donc normalement, voilà, c'est diffusé uniquement au temps réel, mais quand même, on peut récupérer des parties. Alors, la vidéo de manière assez courte pour une rapide conclusion derrière. Pardon ? La vidéo, l'extrait de vidéo et puis une rapide conclusion derrière. Si vous... Oui.
personne au milieu, c'est le rôle symbolique de peu, enfin, des animaux qui est voilà, éliminé et désinfecté par le comportement des êtres humains. Alors, comme conclusion, à travers notre réflexion sur la pièce musique de Miwa, nous avons remarqué 3 points abordés par l'artiste. D'abord, le fait qu'une croyance trop absolue dans la science moderne puisse elle-même servir métaphore à la disparition de notre croyance traditionnelle et culturelle en matière de vie et du mort et de religion est visible dans les compositions où les interprètes l'expriment par les algorithmes informatiques qui s'incarnent des actions mécaniques avec une fidélité robotique. Je parle des performeurs qui sont algorithmes. Deuxièmement, l'accent mis sur le concept propreté et sur l'acte de désinfection dans l'œuvre et de texte est une manifestation de l'inquiétude de l'artiste face à la réaction extrême de la société contemporaine à ce qui est pratiquement impossible comme éradication complète des virus ou plus généralement de ce qui est considéré comme un poison pour les humains. Comment est-il possible de sensibiliser la société et la culture à la crise par le biais de l'expression artistique? Voilà. Et en tant que chercheur et commissaire d'exposition moi-même, je trouve la série de questions soulevées par Miwa, ce compositeur, très suggestive. Et j'ai l'intention de présenter sous une forme ou une autre dans des expositions, des manifestations qui se tiendront au Japon ou en France à la fin d'année. Là, il sera également important de prendre des mesures appropriées pour le mode de présentation et de la diffusion et documentation et archivage. Et je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Miki pour cette présentation sur cet événement artistique. La parole est alors soit à la salle, soit au public en distanciel, soit aux gens qui sont connectés à la réunion. Par écrit, avec une main levée, comme vous voulez. J'ai une question. J'ai une question ici. Vas-y, Benjamin. Oui, je vais dire. Ça vient d'une certaine Viviane Allary. Est-ce que vous avez voulu montrer que l'art peut être une thérapie collective envisageable pour réduire ce risque de perdre une part d'humanité? Alors oui, en fait, je pose beaucoup de questions par rapport à la diffusion et l'effet de ce geste. Donc, si c'est thérapeutique, si c'est la thérapie, enfin, est-ce que quand je dis que je vais présenter cette œuvre dans des expositions ou d'autres manières pour voilà, faire connaître plus globalement, mais en même temps, ce compositeur même, donc il a conçu ce travail, il a diffusé, il est quand même quelqu'un connu. Et, mais comme il a choisi le créneau très tard, l'événement dure 3 heures et juste écouté voilà, en temps réel. Donc il y avait, je peux dire, plus de 1000 personnes, mais quand même pas énormément de personnes qui ont suivi cet événement. Donc je pose beaucoup de questions. Voilà, comment il faut faire cette voilà, sensibilisation à travers l'art. Et comment décider, enfin comment considérer la signification ou le rôle des pratiques artistiques, beaucoup de créations, travaux des artistes autour de
ce thème, je me pose moi-même des questions. Voilà, donc je m'intéresserai aussi. Vous avez des propositions ou considérations là-dessus. Merci. J'ai pas d'autres questions dans le chat pour l'instant. Tu reprends ta parole. Oui. Alors, s'il y a, je laisse encore un temps pour une question. S'il n'y a pas de question, voilà, c'est maintenant, si vous voulez vous intervenir. Oui. Sinon, eh bien, je vais laisser, comme prévu tout à l'heure, la parole à Brice Mollo, avec on va essayer avec son téléphone portable. Donc, Brice, si vous m'entendez, Brice, si vous m'entendez. Hein? Juste avant, est-ce que... Oui, Mickey. Pardon, est-ce que je peux vous poser plutôt mes questions par rapport donc, aux organisations, le contexte de ce colloque qui est très pluridisciplinaire et qui m'avoir intégré aussi mon intervention, bien que je sois en esthétique, l'art contemporain, etc. Donc, voilà, vous considérez comme le rôle des créations artistiques ou des travaux artistiques, ça joue des rôles importants dans la perception, dans la représentation des risques naturels. Je peux répondre peut-être. Oui, Mickey, j'ai plein de questions pour vous parce que actuellement sur l'île de Volcano, par exemple en Italie, on est en train de mettre en place un événement artistique de danse, de film, de cinéma qui mélange l'observatoire et qui est visé à renforcer la résilience de la population. Donc c'est à la fois les peuples locaux, les scientifiques et les artistes qui font ensemble une construction. Donc ce que vous avez présenté, c'est quelque chose qui est très proche et c'est quelque chose qu'on vise à apprendre de vous. Donc tant qu'on attend l'autre présentation, je pose une petite question associée parce que je connais via mes collègues japonais qui travaillent dans les risques et les géoparcs spécialement, des cas comme le géoparc de Usu à Hokkaido, où il mélange beaucoup la nature avec la vision de la circularité de la vie, quelque chose que j'ai du mal à exprimer aussi bien que quelqu'un qui est baigné dans la culture. Mais il me semble qu'on a tous un grand champ à suivre dans cette intégration. Merci. Merci Benjamin pour ta réponse. Il est temps de faire un essai. On gère l'aléa numérique par une nouvelle façon de faire une présentation. Donc ce sera une présentation par téléphone avec retransmise, diffusée via micro. Et a priori ce sera... Alors voilà, merci, super, merci. Donc oui, Brice, je vous entends. Donc j'explique aux gens qui nous écoutent. Donc Brice, donc j'ai le téléphone. Brice, je vous entends bien. Hein. Allô? Brice, vous m'entendez? Allô? Est-ce que vous m'entendez, Brice? Oui, je vous entends. Et vous, est-ce que vous m'entendez? Alors je vous entends. Donc je suis en train d'expliquer au public que donc j'ai un téléphone dans les mains. Je vais vous laisser la parole et vous allez parler via votre téléphone. Donc, par avance, vous nous excusez pour la qualité du son, mais nous faisons notre maximum. Et c'est déjà une opportunité de pouvoir suivre votre présentation de manière audio. Il n'y aura pas de PowerPoint d'accompagnement puisque nous n'avions pas le PowerPoint au cas où. Donc, je vous laisse la parole. À vous, Brice.
Est-ce que vous arrivez quand même à m'entendre? Oui. Alors, je vais me déplacer. Désolé si vous n'avez pas d'image. Alors, bonjour à tous. Désolé pour le désagrément de tout à l'heure. Je rencontre des soucis techniques. Alors, ma communication porte sur les lacs Mar qu'on a appelé, en tout cas, qu'on a appelé dans la presse locale et la presse internationale des lacs tueurs. J'avais des images à vous montrer parce que mon étude de cas porte sur 4 lacs. Le lac Pavin en France, le lac Monoun au Cameroun, le lac Nyos, c'est également au Cameroun, et un petit lac volcano en Italie. Alors, le 15 août 1984, il y a une éruption limnique, c'est-à-dire du gaz qui s'échappe d'un lac. Le lac Monoun, c'est dans la région de l'Ouest Cameroun, et qui cause la mort de 37 personnes. Alors, dans ce village-là, on n'a jamais expérimenté un tel phénomène. On a plus donc des catégories sociales indésirables, c'est-à-dire des handicapés, des vieilles sorcières, des esprits mal intentionnés, des esprits sortis des eaux du lac. Mais l'événement ne fait pas grand bruit. Et 2 années plus tard, le 21 août 1986, il y a une nouvelle éruption limnique qui fait 1800 morts environ. Et là, l'opinion internationale, les médias internationaux, les scientifiques accourent au Cameroun pour essayer de comprendre le phénomène. Et à ce moment-là, on parle d'une exclusivité historique, c'est-à-dire que jamais un tel phénomène ne s'est produit nulle part ailleurs dans le monde. Au Cameroun, dans la région des Grassfields, il y a une anthropologue américaine, Eugenia Shanklin, qui vient étudier le phénomène en étudiant la tradition orale des peuples des Grassfields, ceux qui vivent dans les régions qui ont expérimenté ces catastrophes. Alors, l'enjeu de ma communication porte sur une étude de cas, celle du Cameroun, mais qu'on peut systématiser avec d'autres lacs méromythiques qui existent ailleurs en France et en Italie. Donc, je vais accorder un petit moment à la méthode parce qu'il y a Michel Mébec, qui est un géologue français, qui a mené des travaux sur le lac Pavin à partir de l'expérience du Cameroun. Et ces travaux ont été rejetés par des revues scientifiques, notamment la revue de géographie de Lyon, la revue Géocarrefour, qui avait refusé ces travaux. Aussi, lors d'un colloque en France, il y a 10 ans, où on n'avait pas accepté ces travaux parce qu'on estimait en fait que ce n'était pas de la science, parce qu'ils voulaient faire de la géomythologie pour comprendre comment les mythes peuvent révéler des éruptions phréatiques survenues dans la région du Pavin, au niveau du lac Pavin au XVIIIe siècle, voire même au XVIe aussi, parce que ces sources orales lui permettent de remonter un petit peu plus loin. Donc, alors la première partie de ma communication vise justement à faire une petite clarification de la méthode. Moi, j'ai fait une thèse en histoire. Donc là, je mobilise l'histoire culturelle pour essayer de comprendre comment les populations se représentent le faire et le croire collectif. Donc là, j'accorde de l'importance aux rumeurs, aux récits rumoraux, aux mythes, aux légendes. Le lac Nyos se trouve à quelques 500 km de Yaoundé, la capitale. C'est un lac très ancien dans la région des Grassfields, qui sont une curiosité géographique. D'abord, pourquoi? Parce que le lac Nyos, il a été révélé que c'est un lac méromythique. C'est-à-dire que sur les 90 mètres de profondeur, les eaux ne se mélangent qu'à une certaine hauteur, c'est-à-dire environ 30 mètres. Et en dessous, elles sont stables et du coup, elles accumulent du gaz carbonique qui, soumis donc à une pression extérieure, ça peut être la rupture d'une roche parce que le lac Nyos est entouré d'une falaise rocheuse. Et donc, lorsque cette roche-là rompt, il peut arriver qu'une plaque tombe dans le lac et fasse rejaillir du gaz, c'est-à-dire engendre un retournement des eaux. Celles qui étaient coincées se retournent et ce sont elles qui font sortir du gaz.
Dans la tradition locale des populations de la région, notamment le peuple Bamessi, il est dit que le lac en question, il y a des rumeurs qui se répandent. En fait, il y a des légendes, il y a des mythes où on vous explique que le lac, que des fées vivent dans le lac, où on interdit aux enfants de s'y baigner à partir de 18 heures parce qu'on estime que c'est l'heure à laquelle les fées remontent à la surface pour prendre des formes humaines. Et donc, toute personne qui va s'y baigner rencontre les fées et plus jamais ne revient à la vie. C'est pareil pour le lac Monoun. Il y a plusieurs légendes qui circulent sur ce lac, mais ils n'avaient jamais été étudiés. Alors, le 21 août 1986, à minuit, il y a une éruption, il y a du gaz carbonique qui s'échappe et qui tue tout un village, le village de Nios, avec environ 1700 morts. Et au-dessus, il y avait un hameau aussi, où il y a eu quelques dizaines de morts. Alors, au Cameroun, le gouvernement se retrouve incapable de résoudre le problème. Parce qu'il faut comprendre qu'en 1982, il y a une alternance au pouvoir au Cameroun. C'est d'ailleurs la seule que le Cameroun a expérimentée, où le premier président Amadou Ahidjo passe le pouvoir à Paul Biya, qui à l'époque était son premier ministre et successeur constitutionnel. Et ce pouvoir-là, cette passation de pouvoir a été considérée par une opinion, notamment les opposants politiques, comme une transition de gré à gré. Et donc, Ahidjo avait passé le pouvoir et donc c'était la continuité du premier régime. Et donc, tous les esprits sont concentrés sur cette alternance politique lorsque survient la catastrophe. Du coup, ces opposants-là s'en servent pour incriminer le pouvoir et dire qu'il y a eu des essais nucléaires au Cameroun. C'est-à-dire, comme les populations n'arrivaient pas à expliquer le phénomène, il y a une prolifération de rumeurs et des théories du complot. Cette théorie du complot parlait d'un complot franco-américain pour faire exploser une bombe au Cameroun. Il n'en était rien en fait, c'était juste des rumeurs. Et jusqu'à présent, elles se répandent toujours à chaque fois qu'il y a un mouvement politique ou en tout cas qu'on veut fragiliser le pouvoir de Paul Biya. Et alors, dans la région, il y avait un prêtre, les derniers missionnaires blancs, parce que le Cameroun accède à l'indépendance en 1960. Il y a les derniers missionnaires blancs, la mission catholique de Woum. Woum, c'est le chef-lieu du département dans lequel se trouve le village de Nios. Et alors, ces prêtres blancs se servent de la catastrophe pour dire aux populations, c'est parce que vous êtes islamisés, vous avez abandonné le christianisme, et donc Dieu vous a abandonné et il vous punit. Et donc, voilà les principaux récits qui se sont opposés entre 1986, où survient la catastrophe, et 1991, où on a une opinion qui pense qu'il y a eu un essai nucléaire au Cameroun avec la complicité du gouvernement, de la France et des États-Unis. Vous avez une autre opinion qui se sert un petit peu de l'aveu, en tout cas, pas de l'aveu, mais du commentaire d'un prêtre, d'un missionnaire français qui se trouvait dans la région, et d'un autre néerlandais, Fred Tonron, qui avait donc dit que voilà, c'est un châtiment divin. Et ces deux représentations du risque ont longtemps influencé même la gouvernance post-catastrophe du lac Nios. Alors, pour le lac Monoun, c'est 2 ans plus tôt. Lorsque survient la catastrophe du lac Nios, on revient encore à Monoun pour dire, tenez, ce n'est pas la première fois que survient tel phénomène. 2 années plus tôt, à 200 km d'ici, il y a eu également une éruption limnique. Alors, quand je dis éruption limnique, c'est le terme savant, c'est scientifique, c'est Michel Alboix qui a inventé ce terme-là. Mais à l'époque, on parle d'une éruption volcanique. Donc, comme on n'arrive pas à expliquer que du gaz s'échappe naturellement des eaux, alors on parle d'éruption volcanique. Et il y a un géologue français, Haroun Tazieff, qui est venu au Cameroun pour enquêter sur la catastrophe, qui parle donc d'éruption volcanique, c'est-à-dire que le lac Nios se trouve au sommet d'un volcan éteint. Et le fait, que le volcan soit resté éteint pendant longtemps a contribué à faire accumuler du gaz en profondeur. Et c'est ce gaz-là qui aura réjailli au cours d'une éruption dans la nuit. Il s'oppose à Kusakabe, qui est un géologue japonais, parce que le Japon avait envoyé une mission au Cameroun, une mission d'une dizaine de géographes et géologues pour étudier le phénomène. Alors, Kusakabe explique qu'en fait, c'est une éruption phréatique.
bon, là, je ne sais pas s'il y a des géographes dans l'assistance parce que comme il n'y a pas assez de temps pour expliquer tous les termes en profondeur. Alors, il explique que c'est une éruption phréatique et d'autres expliquent qu'en réalité, ce qui s'est passé au lac Nyos. Allô? On vous entend, Kelly. Oui, alors d'autres qui expliquent que ce qui s'est passé au lac Nyos n'était pas une exclusivité. Ça, c'était l'opinion d'un géographe camerounais. D'un géographe camerounais qui expliquait qu'en fait, avant cette éruption-là, il y en avait eu d'autres. Non loin de là, parce qu'il y a un autre lac qu'on a surnommé Mami Water. En anglais, Mami, c'est pour dire grand-mère. Une mamie, et Water, c'est de l'eau, en fait. Donc, pour dire qu'il y a la reine des eaux, une fée, qui aurait fait sortir du gaz dans un lac voisin, qu'on a donc surnommé lac Mami Water. Parce qu'un matin, on a retrouvé 16 personnes mortes qui avaient inhalé du gaz et qui étaient mortes au bord d'un lac. Et le géographe explique qu'en réalité, tout provient de là, que les lacs camerounais de la région des Grasses-Filles, dans le prolongement de la ligne de faille du Cameroun, contiennent du gaz et qu'il peut arriver que ce gaz-là se répande. Mais à l'époque, les rapports de définition, en tout cas, les liens de définition pour définir l'événement, il s'est joué là des rapports de domination où on a accordé plus de crédit à des géologues étrangers, notamment européens, français, Arun Taziev, Michel Box, japonais, Minoru Kusakabe, et on a délaissé l'opinion des géographes camerounais qui plus tard s'est avéré fondé, scientifiquement démontré. Alors, au niveau des populations, parce que pour véritablement étudier les représentations, il faut accorder de l'importance au récit des populations. Il est difficile de les catégoriser parce qu'il y a eu tellement de représentations qui sont affrontées, des perceptions de l'événement. Il y a les populations locales qui ont estimé qu'elles avaient, en tout cas, il y a eu un commentaire d'une vieille dame, une rescapée, qui révélait avoir rencontré des hommes blancs en bordure du lac un mois plus tôt. Et donc, ces personnes-là étaient venues déposer un engin qui aurait explosé. D'autres personnes de l'autre côté estimaient que le roi, parce que le roi des Bamessi était décédé 3 mois plus tôt, alors ils estimaient que le roi, comme il est mort et un certain nombre de rituels n'a pas été respecté, que le roi aurait donc jeté un sort aux populations récalcitrantes, ou en tout cas qui avaient refusé de respecter sa volonté. Donc il s'est joué donc entre ces personnes-là des conflits de représentation. Et ces conflits-là, ce sont, en tout cas, ce n'est pas des rumeurs qu'on arrive à les étudier, les rumeurs qui ont été diffusées concernant ces événements. Alors, en 1991, les géologues parviennent enfin à un compromis pour dire qu'en fait, c'était une éruption, du gaz s'est échappé des eaux, et ils arrivent à expliquer le phénomène scientifiquement et à le nommer. On a donc parlé d'éruption limnique, et toute une nouvelle discipline, la limnologie, a vu le jour, donc à partir du cas camerounais. Alors, en France, il y a Michel Mébec qui se rend compte que dans le Pavin, il y a des populations locales qui racontent également des légendes, des mythes qui se diffusent et qui ressemblent étrangement à ceux qu'on rencontre au Cameroun, en bordure du lac, en tout cas autour du Pavin. Et il décide d'étudier le phénomène en profondeur. Et là, il rentre dans des sources. Et il se rend compte qu'il y a des récits de voyageurs, des personnes qui ont voyagé dans la région et qui ont révélé qu'il y a eu des morts, qu'il y a eu à plusieurs reprises des phénomènes étranges autour du lac, mais qui n'avaient pas suscité la curiosité des géographes, des géologues. Il décide d'étudier le phénomène. Là, il n'y a pas eu d'éruption limnique, mais à partir des sources, des archives qu'il a retrouvées, des commentaires et des récits qui ont été faits, des cicatrices qu'on a retrouvées sur les victimes, sur les personnes retrouvées autour du Pavin. Il estime donc que le Pavin aurait connu dans le passé des dégazages du genre, en tout cas, du genre de lac Nyos en fait, des dégazages où du gaz s'échappe et tue des personnes. Il décide donc d'entreprendre une étude là-dessus. Mais comme il n'est pas historien, il n'a pas la méthode des historiens, il décide
de convoquer la mythologie, de faire de la géomythologie. À l'époque, nous sommes au début des années 2000. Dans les universités françaises, on ne reconnaît pas encore, ou en tout cas, on n'accepte pas encore cette méthode-là. Alors, ces travaux sont systématiquement refusés parce qu'on estime que sa méthode n'est pas scientifique. De quoi s'agit-il en fait? Le Pavin est un lac très ancien, peut-être même plus ancien que le lac Nyos, parce qu'il y a des récits du XVIe siècle qui révèlent l'existence du Pavin. Oui, ça? Ah bah mince. Alors, je profite de cette... Bon, c'est une coupure, mais je profite de cette coupure pour remercier Ange-Marie. En fait, la région était... Allô? On vous réentend, Brice. On a été coupé 3 secondes, mais on vous réentend. Allez-y. Allô, vous m'entendez? Brice, on a été coupé 3 secondes, mais on vous entend de nouveau. Donc, allez-y. On vous a entendu 3 secondes. En tout cas, ça a marché pour le moment grâce à Ange-Marie Morin, le technicien de la journée, qui a fait des miracles pour qu'on retrouve la connexion avec Brice. Et là, ce sont des Italiens qui s'en sont rendus compte. Alors, à partir du moment où, en Italie, le même phénomène s'est produit, au Cameroun également, et là, on passe à la 3e partie de ma présentation. Je suis désolé si ce n'est pas très ordonné. Bon, j'ai ma machine fermée. Alors, dans la 3e partie, on veut voir comment est-ce qu'on peut systématiser à partir des cas, des 3 cas étudiés, c'est-à-dire du cas camerounais, du cas français et du cas italien. Et cela peut servir également à d'autres régions du monde qui ont des lacs myromitiques. Il y en a un en Éthiopie, il y en a au Japon. Brice, essayez de ne pas bouger si vous m'entendez. Voilà, nous avons été coupés. Donc, Ange-Marie Morin essaie de voir s'il peut retrouver la connexion. Oui, on s'en est arrêté en Italie. Et puis au Japon, là. Donc, on voyage, mais on voyage toujours un peu dans les mêmes pays. Alors, le temps que la connexion se fasse, un petit commentaire sur l'organisation du colloque. Hein. On n'avait eu qu'une crainte, c'est qu'on ait des aléas à gérer, et ça n'arrête pas depuis ce matin. Autant être préparé. Nous avons bien une perception juste de ce que c'est un Teams Event. C'est quelque chose qui est compliqué à gérer. Là-dessus, on n'a pas été détrompé. Et revenons au fond de la présentation qu'a commencé Brice Mollo, tiens, qui va revenir. Donc, ce sera bientôt les questions. Mais Brice, à vous. Allô? Alors, on vous entend, vous pouvez terminer votre présentation. 3e partie, on était au Japon. Désolé ne vous inquiétez pas. Des problèmes qu'on rencontre. Alors oui, j'en étais à l'Italie. C'est ça. Allô? Oui, allez-y. Oui, les mêmes phénomènes se sont produits. Les mêmes phénomènes se sont produits également en Italie. Et donc, il y a eu un colloque sur le Pavin en France en 2009 où des chercheurs du monde entier se sont retrouvés. Il y avait également un géologue camerounais, Mesman Tindian, qui avait travaillé sur la région du lac Nyos, qui a donc rencontré des pairs qui travaillaient sur les lacs italiens, sur les lacs français, notamment le Pavin. Et ensemble, ils ont mis sur pied un programme de recherche Non, on n'y arrivera pas. Bon, on va espérer que la connexion avec Brice refonctionne de nouveau. On va attendre un petit peu. Il démontre que ces régions sont à risque. Allô? C'est bon, on vous entend. Brice, on vous entend bien, mais je vous propose de passer à la conclusion. C'est moins risqué. Ok. Alors, ma thèse actuellement porte sur la gouvernance des catastrophes au Cameroun. Et les éruptions limniques ne sont pas les seules catastrophes que j'étudie. Du coup,
comme il y en a beaucoup, j'accorde beaucoup d'importance à l'histoire culturelle parce qu'elle permet vraiment de saisir les représentations des risques par les populations. Parce que les populations réagissent aux catastrophes, elles les gouvernent en fonction de la manière dont elles se les représentent. Il y a des dangers qu'elles assimilent, en tout cas comme conformes à leur cosmogonie locale, à leur façon de vivre, à leur mode d'habiter l'espace, le territoire. Et donc, si on ne peut pas rentrer en réalité, je pense qu'il faut que les scientifiques soient plus ouverts et plus comment je vais dire, que la science soit beaucoup plus ouverte sur elle-même et sur les autres. Cela évitera notamment qu'on passe à côté de phénomènes qu'on peut expliquer scientifiquement en ouvrant les perspectives et en croisant les regards vers d'autres disciplines qui ne rentrent pas forcément dans nos champs de recherche et de compétences. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté. Je suis désolé des désagréments, des problèmes techniques. Je suis ouvert à toutes les questions et suggestions. Exactement. Donc maintenant, nous en venons au temps des questions-réponses. Alors, c'était un petit retour en arrière. Lorsque Intersoc a été créé, c'était pour faire un pont. Hein, ça a été dit ce matin entre les disciplines dites dures et les disciplines de littérature et sciences humaines et sociales, de façon à gérer le risque en gérant une partie de ce risque qui est la dimension humaine, hein, puisqu'on peut on peut connaître l'aléa, on peut le maîtriser, on peut savoir quoi faire, mais on peut avoir des difficultés à anticiper comment la population va réagir, ou ne serait-ce comment la population va percevoir un aléa naturel. On a eu ce matin plusieurs présentations qui ont abordé différents aspects hein, sur la manière dont les humains traitent l'information. Un aléa naturel, il y a des dimensions cognitives, sociales, économiques. Et avec Gizmodo, on a eu un autre aspect qui est intéressant. Lorsque un aléa n'est pas compris d'un point de vue scientifique, il n'empêche que la population locale va chercher à trouver des explications. Et face à un aléa naturel, on peut parfois essayer de trouver aussi des explications humaines, des causes humaines et pas des causes naturelles, qui vont générer donc notamment des rumeurs. Donc, suite à cette suite à cette présentation, je laisse désormais donc la place aux réactions et questions de la salle. Cette autre dimension à prendre en compte dans la perception humaine d'aléas naturels. Benjamin, y a-t-il des questions? Oui, j'ai pas des questions dans le chat actuellement. Je pense que c'est peut-être parce que tout le monde est en train d'écouter au plus. Ah oui, non, j'ai une question que je trouve, oui, de Julie Morin. Question d'actualité pour Brice. Il a été question en RDC, République démocratique du Congo, ces derniers jours, de l'éventualité d'une éruption limnique de Kivu. Brice, a-t-il connaissance de représentations communes avec celle qu'il a décrite au Cameroun? Oui, je répète pour vous, Brice, parce que vous n'êtes pas proche à moi quand j'ai parlé. La question, c'est aux République démocratique du Congo à Goma ces derniers jours. Il y avait une éventualité d'une éruption limnique de Kivu. Est-ce que vous avez connaissance des représentations communes avec celles qu'il a décrites au Cameroun? Allô? Oui, Brice, est-ce que vous m'avez entendu? Oui, vous me demandiez s'il y a si je suis au courant des représentations d'une éruption au Congo, c'est ça? Oui. C'est ça votre question, s'il vous plaît? Oui, est-ce qu'il y a des représentations communes avec celles que vous avez décrites au Cameroun? Absolument. Absolument. Il y a des représentations communes avec ce qu'on a expérimenté au Cameroun. C'est d'ailleurs pour cela que je disais dans ma conclusion que à partir des cas camerounais, on a pu
sans qu'il y ait éruption au XXe siècle dans le Pavin, on a pu faire des enquêtes pour se rendre compte que là-bas, également, ils avaient expérimenté le même phénomène. C'est pareil pour le Congo. Vous verrez que, en fait, en Afrique, ce qui n'a pas de nom n'existe pas. On a coutume de le dire en Afrique, ce qui n'a pas de nom n'existe pas. Et donc, à chaque fois qu'il y a un phénomène nouveau qui se produit, ce sont les mêmes réactions des populations essayent de nommer le phénomène, ce que Ulrich Beck appelait dans sa société du risque, le processus de désignation sociale, où il y a des conflits entre des acteurs, ceux qui ont le pouvoir de dire ce que sont les choses. Il y a des conflits entre eux sur la désignation même du phénomène. Et comme les populations généralement sont exclues du débat public, elles n'ont pas accès à la parole publique. Du coup, pour s'exprimer, elles diffusent, en tout cas, elles partagent leur opinion, leur avis sur la question par des rumeurs. Des rumeurs qu'il faut étudier. Alors, j'ai un ami au Congo. Nous préparons un article ensemble pour la revue Géocarrefour qui a étudié l'éruption dont vous parlez à l'instant et qui m'a révélé en fait que les mêmes théories du complot s'étaient répandues également là-bas. C'est-à-dire que même pour des phénomènes physiques que les populations arrivent à expérimenter, même pour des phénomènes dont elles ont des précédents, notamment les cas camerounais, dont elles ont des précédents, elles arrivent toujours à diffuser les mêmes rumeurs. Pourquoi? Parce que ces rumeurs-là sont ancrées dans le corps social. Elles s'appuient sur les mythes, sur les légendes. Il y a des peuples qui, en tout cas, construisent leur histoire autour de ces lacs et qui donnent une signification particulière à ces lacs. Et du coup, il est difficile de leur expliquer que scientifiquement, le phénomène a une signification en réalité. On peut l'expliquer, il a un sens. Donc, il y a des similitudes. Vous verrez que ce sont toujours les mêmes légendes qu'on raconte partout, en France, au Cameroun, en Italie. Des fois, on se demande si ces populations se sont passées le mot. Donc, ce sont les mêmes rumeurs, ce sont les mêmes légendes qui accompagnent les lacs. La plupart des lacs, et surtout ceux qui sont méromythiques, comme ceux qu'on a étudiés dans ma communication. Est-ce que ma réponse vous satisfait? Je pense que c'est une réponse très complète. Oui. Je crois que non. J'ai une question moi-même. J'ai concentré tellement sur votre dernière réponse qu'il faut que je récollecte mes pensées. Mais donc, en connaissant un tout petit peu l'histoire de lac Nyos, etc., est-ce que vous pouvez juste amplifier votre opinion sur ce que les scientifiques doivent faire pour s'ouvrir encore plus pour comprendre et intégrer ce type de situation? Bon, mon opinion, bon, alors merci pour cette question. À partir de la controverse scientifique qu'on a eue au Cameroun sur le lac Nyos, où on a fait venir une trentaine, parce qu'en mars 1987, il y a une conférence internationale qui est organisée au Cameroun par l'UNESCO, avec le soutien financier du PNUD et du gouvernement camerounais, français. Pour comprendre le phénomène, on a fait venir des scientifiques du monde entier. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Chaque scientifique essaye de comprendre et expliquer le phénomène en fonction de sa propre expérience, de son propre vécu. Il y a des Japonais qui vous disaient non, le Japon a l'expérience de l'activité volcanique la plus importante au monde. Et donc, forcément, ils essayaient de relier ce qui s'était passé au Cameroun à ce qu'ils avaient eux-mêmes expérimenté et étudié au Japon. Alors que jusque-là, il n'en était rien en fait. Le Japon a connu des éruptions volcaniques qui sont différentes des éruptions limniques, même si l'éruption limnique se produit en réalité dans une région qui a une activité volcanique certaine. Donc, je pense que si on est plus ouvert aux autres disciplines, si on accepte de fouiller dans ce que les autres font, qui ne rentrent pas forcément dans nos corps, on pourra arriver à comprendre et à expliquer certains phénomènes
que nos disciplines à nous, dans nos disciplines à nous, ne disposent pas toujours d'outils. Moi, là, je suis obligé de faire dans de la géohistoire. Pourquoi? Parce que pour étudier les catastrophes dites naturelles, il faut forcément étudier l'aléa, le risque, qui sont d'abord des notions géographiques. Donc, je me sers beaucoup des travaux des géographes parce qu'ils sont indispensables pour mon propre travail. Donc, je pense qu'il faut beaucoup de réflexivité et d'ouverture de nos disciplines vers d'autres disciplines. Parfois même pas vers des disciplines, mais vers des personnes qui disposent de savoir. Si on avait interrogé, par exemple, les populations de Nios, si on avait mené une véritable enquête auprès de ces populations, on aurait découvert beaucoup de choses. Il a fallu qu'une anthropologue américaine revienne étudier, vienne mener une nouvelle enquête dans la région au début des années 90 pour se rendre compte qu'il y a chez les populations locales, dans la tradition orale, des éléments qui peuvent expliquer l'éruption limnique et qui indiquent peut-être que la région avait déjà expérimenté un tel phénomène longtemps bien avant, parce que les récits, la cosmogonie, lorsque ces populations-là racontent l'origine de leur peuple, c'est toujours relié au lac, en fait. Donc, elles s'appuient toujours sur le lac pour le considérer comme année zéro d'apparition de leur peuple ou d'installation de leur peuple dans la région. Or, après la catastrophe, ce qui s'est produit, c'est qu'on n'a eu que des géographes et des géologues. Aucun anthropologue, aucun sociologue, aucun psychologue pour essayer d'étudier les représentations que les populations avaient de l'événement. Parce que ce sont ces représentations qui révèlent en réalité de quoi il en était, si c'était la première expérience, si c'était la première occurrence du phénomène ou pas. Donc, je pense qu'en étant beaucoup plus ouvert, on peut arriver à saisir certains phénomènes qu'on croit être nouveaux, mais qui en réalité ne sont peut-être que des répétitions. Merci Brice, merci très bien pour cette excellente intervention et des questions très riches. Je pense que c'est le moment qu'on passe la parole à Sébastien. Et donc, merci beaucoup. Oui, merci Brice pour cette présentation. Je ne sais pas s'il y a encore d'autres questions. Non, hein, je crois qu'il n'y a plus d'autres questions. Eh bien, c'est le moment de, alors non pas de conclure, hein, mais de faire une pause dans ce colloque. C'est la fin des séances matinales avec 4 présentations autour des questions de perception des risques naturels qui, sur des terrains divers, ont montré quand même tous les enjeux, la multiplicité des enjeux et des manières d'appréhender du point de vue anthropocentré, du point de vue humain, ces risques, et puis même ces aléas, lorsque les aléas surviennent. Donc nous reprendrons ce colloque à 14 h. Donc il y aura une interruption. Je vais demander aux participants, aux présentateurs de cet après-midi, avant leur présentation, de tester en amont images et sons. Testez bien que micro et caméra fonctionnent bien avant que ce soit votre tour. Je vous remercie toutes et tous pour votre écoute matinale. Je vous souhaite un bon déjeuner et vous dis à tout à l'heure, 14 h. Merci à toutes et à tous. Merci à tous et à toutes. Bon appétit.